Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Lorsqu'on tente de savoir si un pays est bien ou mal gouverné, de se faire un avis de valeur pour savoir, par exemple, si le dit pays est géré de façon rationnelle ou non, de façon efficace ou non, de façon optimale ou non, on prend en compte les potentialités, le contexte, l'environnement et tous les facteurs inhérents à ce même pays, tous les éléments qui influent de façon endogène ou exogène sur la situation générale du dit pays, toutes les vicissitudes qui l'affectent, toute sa composante humaine et d'une façon générale tout ce qui peut influer négativement ou positivement sur son développement, sa stagnation ou sa régression. Et si l'on ne cherche pas à utiliser les chiffres et les ratios pour tromper les opinions publiques, l'évaluation ou la comparaison à d'autres pays doit obéir à des normes, à des logiques. On compare le comparable et on évalue par rapport aux données en présence. Prenons l'exemple de l'Algérie. Essayons d'abord de comparer ce pays juste à ses voisins de l'Est et de l'Ouest, la Tunisie et le Maroc. En termes objectifs, si l'on tient compte de l'espace, des ressources naturelles, de la position géographique du climat, de la pluviométrie, des potentiels hydriques, de la diversité des reliefs, de la richesse de la terre, des potentialités touristiques, de la composante humaine, de la pyramide des âges. L'Algérie devrait être infiniment mieux lotie que ses voisins, mieux développée que ses voisins. Or, il semble qu'hormis le potentiel militaire, parce que l'Algérie consacre une partie importante de ses ressources naturelles à l'acquisition d'armements, d'équipements et de dotations militaires, tous les autres secteurs sont très loin derrière ceux de ses voisins, toute proportion gardée. Tous les secteurs, sans aucune exception, jusqu'au tourisme, puisque contre toute logique, ce sont les Algériens qui vont passer leurs vacances en Tunisie et dans une moindre mesure au Maroc, alors que l'Algérie dispose d'un potentiel touristique infiniment plus important que celui de ses deux voisins. C'est le cas aussi de l'agriculture, puisque le Maroc et la Tunisie sont exportateurs, tandis que l'Algérie importe quasiment tout ce qu'elle consomme. C'est le cas de nombreux autres secteurs, celui du transport, de l'industrie, de l'artisanat, de la préservation du patrimoine architectural, de l'urbanisme, de l'école, de l'université, etc., etc. Maintenant, si nous comparons les effets de la gouvernance de l'Algérie par rapport à ses propres capacités, l'Algérie ne produit quasiment pas de richesse, puisque tout le monde convient que 97 à 98% de ses ressources proviennent de son pétrole et de son gaz seulement, et que les 2 ou 3% restants viennent d'autres minerais. Toutes ces autres potentialités, pourtant très importantes, sont en déshérence. Or, depuis le premier mandat de Bouteflika jusqu'à la fin de son troisième mandat, 2014, la rente pétrolière et gazière ont représenté une énorme rentrée d'argent, plus de 1000 milliards de dollars. De quoi tout relancer, tous les secteurs de la vie économique, voire même urbanistique, voire même la possibilité d'inverser la logique migratoire. Au lieu de cela, cette formidable manne ne servit qu'à finir de corrompre tout ce qui ne l'avait pas été. Le pays tout entier a été transformé en un immense bazar consumériste, dont les ficelles étaient tenues par les barons du régime qui s'enrichissaient en même temps qu'ils corrompaient. La corruption de masse a marché à fond, au point d'éradiquer les très rares véritables activités qui continuaient un tant soit peu à créer un minimum de richesse, et la corruption de masse a contribué à inverser l'échelle des valeurs sociales. Et cet usage mortifère de plus de 1000 milliards de dollars a fini par tout pervertir,
par tout corrompre jusqu'à ne plus laisser d'alternative possible, si ce n'est une interminable fuite en avant. Et c'est cela, justement, qui pose problème aujourd'hui, puisque les ressources naturelles de l'Algérie qui avaient permis au régime qui la contrôle de corrompre de larges pans de la société, ces ressources-là ne sont plus là. Et ces ressources qui permettaient au régime de créer des remparts naturels contre tout éventuel sursaut de survie ou de contestation venant de la société, ces ressources-là ne sont plus là. Et cela risque de poser problème aujourd'hui au régime, et autant au régime qu'à la société qui se sustentait de ces richesses illusoires sans créer de richesses aujourd'hui. El Watan, énième démonstration de force des blouses blanches, imposante marche des médecins résidents à Constantine, par Yousra Salem. L'expression « Le Knapest met fin à sa grève », l'empreinte de Bouteflika, par Saïd Bousta. El Watan, Mohamed Haddad, politologue. L'Algérie baigne dans un vide qui risque de nous coûter très cher, par Majid Makedi. Algérie, Khalota et cafouillage, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui, mais ne vous fiez pas à la désinvolture du titre, puisque la situation est autrement plus grave que ça ne le paraît. Et avec nous aujourd'hui, deux éminents invités, tous deux spécialistes, experts en termes d'analyse économique et financière, mais pas seulement, qui sont toujours au front de l'analyse politique aussi. Donc nous aurons avec nous Farhat Aitali, expert financier, Ali Benouari, ex-ministre et président de Nida Al Watan, tous deux habitués du top 3 que nous recevons souvent et que je remercie d'être avec nous. Ali Benouari, vous êtes avec nous, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Jamel, je salue vos téléspectateurs et votre invité prestigieux de Farhat Aitali. Merci. Ali Benouari, je ne vous apprends rien, la situation est plus que catastrophique. Ça fait haut de toutes parts, tous les clignotants sont au rouge. D'abord, essayez de nous expliquer, si vous essayez de nous dire comment nous en sommes arrivés là avec tout ce potentiel dont dispose l'Algérie, un énorme potentiel. L'Algérie a tout ce qu'il faut pour devenir une grande nation, une grande puissance, mais pourtant aujourd'hui, il ne fait pas bon vivre dans ce pays, au point où nous allons nous soigner en Tunisie, où nous allons passer nos vacances en Tunisie, où nous rêvons, où la quasi-totalité de la jeunesse algérienne ne rêve plus que de s'exiler, où des dizaines de milliers d'Algériens essayent de tenter l'aventure à bord de fragiles esquifs, où plus de 200 000 Algériens diplômés d'études supérieures ont pu fuir leur pays ces 10 dernières années. Expliquez-nous un peu quelle est cette malédiction, Ali Benouari. Oui, vous avez raison. Ce qui frappe quand on parle de notre pays, c'est la disproportion énorme entre les ressources et les résultats. C'est-à-dire ce que nous créons comme richesse, ce que nous ratons comme occasion, etc. Vous avez raison et je crois que cette émission-là est particulièrement intéressante parce qu'elle réunit disons, deux spécialistes, des chiffres. Et les chiffres, évidemment, ne mentent pas. En général, ils ne mentent pas. On peut les faire mentir. Quelquefois, on peut essayer de leur tordre le cou, mais ils sont têtus. Alors, on peut illustrer ce que vous avez dit, effectivement, par quelques chiffres, disons, bien ciblés, mais en tout cas qui sont bien illustratifs. Oui, je vous en prie. On peut voir la situation sur le plan macroéconomique ou microéconomique. Si on voulait faire simple, on regarderait tout de suite la structure du produit intérieur brut et la structure du budget.
Qu'est-ce qu'on remarque, par exemple, par rapport à nos voisins, puisque vous avez cité le Maroc et la Tunisie, et je pense que ce sont des éléments de comparaison très pertinents. Nous sommes partis, nous étions mieux placés, mieux lotis au départ, et aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup d'Algériens pensent, ces deux pays ont pris de l'avance sur nous, et on va essayer de le montrer par quelques chiffres. Prenons le produit intérieur brut. Si nous prenons un pays comme le Maroc ou comme la Tunisie, ils ont des balances de services excédentaires, là où nous avons une balance de services, c'est-à-dire que ce que nous payons en services, en assistance technique à l'étranger, de l'ordre de 15 milliards de dollars annuellement, disons entre 10 et 15, plutôt 15 plutôt. Et ce chiffre-là révèle notre dépendance vis-à-vis de l'étranger pour tout ce qui est gestion de l'eau, gestion portuaire, gestion aéroportuaire, etc., etc. Et ce sont des dépenses souvent incompressibles. On peut réduire le montant des importations de fromage, de kiwi, que sais-je, mais il est très difficile de réduire ce type de paiement à l'étranger. Si nous prenons également un autre élément du PIB, la structure des exportations. Le Maroc et la Tunisie exportent essentiellement des produits manufacturés. Nous n'exportons que du pétrole et du gaz à l'état souvent brut, essentiellement brut, et nous importons d'ailleurs des carburants, ce qui est un gros scandale. Si nous prenons une autre donnée, où nous empruntons aux données budgétaires quelques éléments, on s'aperçoit également que nous, on est dépendant essentiellement d'un produit pour nos exportations, ce qui n'est pas le cas du Maroc et de la Tunisie. Nous constatons que la répartition de notre budget, des dépenses de fonctionnement, également est, comment dirais-je, totalement anormale. Ce qui est consacré à la formation, par exemple, est nettement moins élevé que ce qui est consacré à la formation en Tunisie et au Maroc. Même chose pour le tourisme, l'agriculture, l'hydraulique, le commerce, et même, tenez-vous bien, l'industrie et les mines. Nous ne consacrons que 0,07% de notre budget de fonctionnement. Je ne parle pas du budget d'équipement parce qu'il est essentiellement fait de transferts sociaux et des choses improductives, contrairement à ce que les gens pensent. Il ne fait que la moitié du budget de fonctionnement. Mais cette histoire de structure budgétaire est la plus choquante qui soit. Je vais vous donner 2 ou 3 chiffres simplement. Prenons le budget sécurité, puisque vous avez cité les dépenses sécurité. Le budget sécurité, c'est-à-dire de fonctionnement intérieur plus défense, s'établit à peu près entre 30 et 33% du total du budget de l'État, c'est-à-dire quasiment la totalité des autres ministères. Or, je dirais, l'éducation, qui est un cas un peu particulier, vu le nombre d'élèves scolarisés chaque année, etc., et donc de fonctionnaires. Mais c'est quelque chose qui est absolument pas normal. C'est-à-dire que les dépenses de sécurité bouffent les ressources du pays. Et si je prends également un autre poste choquant, les charges communes, c'est-à-dire les dépenses non affectées qui sont réservées au président de la République, ça représente 10%, soit l'équivalent de 10 ministères. Si nous prenons le budget des anciens Moudjahidines, il représente 5,5%, soit l'équivalent de 9 ministères, comme l'industrie, le tourisme, le commerce, transport, formation professionnelle, habitat, l'éthique et l'hydraulique. Vous voyez les déséquilibres structurels qui sont très, très flagrants, très marqués. Combien d'Algériens regardent ces chiffres? Et pourtant, tout est là. Ali Benouari, je vais revenir à vous dans un instant. J'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi ce budget militaire, ce budget sécuritaire est si important, alors que nous ne sommes pas particulièrement menacés. Pourquoi y a-t-il l'acquisition d'armements, de dotations militaires et d'équipements aussi sophistiqués? Et pourquoi des ministères comme celui des anciens Moudjahidines ou du budget de la présidence sont-ils aussi importants par rapport au reste? J'aimerais que vous essayiez de nous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui motive ce genre d'excès dans ces dépenses? Farhat Aïtali, merci d'être avec nous. Merci Jamal. Bonsoir aussi à M. Benouari et à vos auditeurs. Merci. Farhat Aïtali,
Donc, vous écoutiez Ali Benouari qui essayait de nous expliquer un peu. Il vient de nous dire, c'est un chiffre énorme, hein, que le ministère de la Défense et des autres secteurs de la sécurité consomment à eux seuls plus de 30% du budget général de l'État. Et que le budget des anciens Moudjahidines et de la présidence représente à eux-mêmes celui de plusieurs ministères. Pourquoi, à votre avis? Bon, en éliminant un petit peu la présidence parce qu'il tourne aux environs de 100 millions de dollars, ce n'est pas extrêmement énorme, mais pour les deux ministères que M. Benouari a cités, qui culminent à 18 milliards de dollars réunis, je trouve que c'est excessif, quelle que soit la situation sécuritaire du pays. Surtout que ça perdure depuis plusieurs années, et en plus de ça, en pleine crise de liquidité, en pleine crise structurelle de l'économie. Donc je ne vois vraiment pas pourquoi tout le pays doit reculer sur ses dépenses budgétaires, et ces deux secteurs ne doivent pas reculer au motif sécuritaire. À l'époque de Ouari Boumdine, on avait des problèmes avec le voisin de l'Ouest, et pourtant le budget de l'éducation faisait le double de celui de la défense. Il y avait des acquisitions d'armement à cette époque-là, il y avait même des recrutements en effectif, mais jamais nous ne sommes arrivés pratiquement à ces niveaux de recrutement, à ces niveaux de dépenses et d'achat d'équipement. Il faut se rappeler que durant les années 90, durant les étions en danger, l'effectif global de toutes les forces de sécurité réunies ne représentait pas le tiers de l'actuel. Mais là, c'est au niveau politique que ça devrait se discuter. Quand il existe une autorité politique réelle et légitime qui établit une doctrine de défense, c'est elle qui accepte ou refuse les budgets et les projections des militaires. Mais quand la légitimité politique est boiteuse, il y a des sortes de marchandages dans lesquels où le politique s'appuie sur le militaire et le militaire présente la facture. Mais que les gens se présentent mutuellement la facture, c'est le problème, mais qu'ils la présentent globalement à la nation, ça pose un problème. Farhat Aïtali, par rapport au potentiel Algérie, à ce qu'elle dispose de potentiel de richesse, de terre, de relief, de tourisme, de jeunesse, de surface, comment se fait-il que nous en soyons arrivés à devenir l'un des pays les plus mal notés en tout, à avoir un système d'éducation parmi les derniers au monde, un secteur de la santé parmi les derniers au monde, de la misère, 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, une misère endémique, une corruption généralisée. Comment a-t-on fait pour tomber aussi bas? Si jamais il y a plusieurs facteurs pour commencer, en plus ces fameux potentiels sont le facteur principal justement. Et il existe beaucoup de pays sinistrés de par leur potentiel. Avec à titre d'exemple le Soudan, il y a un pays fertile, qui était vraiment très grand avant d'être dépecé, mais qui a fini en Java, parce que justement il avait un potentiel attractif pour toutes les prédations, internes et externes. Maintenant, pour ce qui est du potentiel humain, il existe en Algérie quand même des efforts de formation ont été faits, même s'ils ne sont pas très qualitatifs, mais globalement, on a une jeunesse qu'on peut impliquer dans un processus de développement. Mais le problème qui se pose, c'est que ce potentiel financier, justement, a permis à tous les carrés de l'administration d'imposer leur part comme étant un mode de gouvernance, un mode de gestion. S'il n'y avait pas de rente, il faudrait trouver des solutions. Et là, les derniers de la classe, ils se mettent derrière. Mais comme maintenant tout le monde est invité au festin, et qu'il y a effectivement un festin qui a permis à ces gens-là, je ne dirais pas depuis 20 ans, mais au moins 40 ans, de se mettre aux avant-postes. Et évidemment, quand quelqu'un de pas compétent est aux avant-postes, il compte tout ce qui lui ressemble dans la société. Et au bout de 40 ans, nous avons pratiquement des administrations infestées d'un mélange d'incompétence et de mauvaises intentions. Et le résultat, il est vraiment visible dans tous les domaines possibles et imaginables.
Restez avec nous, Vrata Italie. Nous allons essayer d'améliorer un peu le son, la qualité du son. On ne vous entend pas très bien. On vous entend, mais pas très bien. On aurait voulu que ce soit mieux. Je reviens à Ali Benouari. Ali Benouari, pourquoi ces dépenses extraordinaires en termes d'acquisition de matériel sécuritaire à un point incroyable? Nous n'avons pas en face de nous une puissance militaire qui nous menace directement. Quelle est la raison de ces acquisitions d'armements ultra sophistiqués? On ne sait même pas ce qu'il devient, s'il est entretenu comme il faut, ou s'il pourrit sur pied, ou s'il est en train de rouiller, puisque nous savons que les équipements militaires ont besoin d'un entretien ultra sophistiqué, j'allais dire. Et ensuite, pourquoi? Qu'est-ce qui motive l'acquisition de ces dotations et de ces équipements? La question que vous posez renvoie au contrôle parlementaire sur les dépenses sécurité. Qui sait à quoi sert cet argent? Est-ce que c'est des salaires? Est-ce que c'est des maintenances des bases? Mais quelle est la pertinence de ces dépenses? On a parlé de rationalisation des choix budgétaires. Ils ont osé, à l'époque Benachnou, parler de rationalisation des choix budgétaires. Je viens de vous prouver, à travers ces quelques chiffres, qu'il n'y a rien de rationnel là-dedans. Et pour ce qui est juste des dépenses de sécurité, c'est-à-dire intérieur plus ministère de la Défense, il faut distinguer entre les deux secteurs. Pour ce qui est du ministère de la Défense, ça pourrait s'expliquer en partie par le fait que notre pays est vaste et nous avons des milliers de kilomètres de frontières. Nous pourrions effectivement justifier une bonne partie de ces dépenses par le fait que nous sommes un grand pays, nous sommes menacés à nos frontières, etc. Mais le reste, il faudrait pouvoir le justifier et on n'a pas assez de données. Par contre, l'intérieur, c'est la police. Et la police, expliquez-moi pourquoi nous avons 280 000 policiers. Eh bien, c'est ça. C'est une bonne partie de ces dépenses de sécurité vient financer l'appareil répressif, non pas l'appareil productif, non pas la recherche, l'enseignement, la formation, dont dépend le développement à long terme du pays, mais la matraque. Le problème, c'est qu'avec un budget comme ça, qui est tourné vers l'austérité et vers les récessions, la récession, parce qu'on ne peut pas développer un pays avec un budget pareil. Par contre, on crée sûrement du chômage et de la misère, donc des émeutes, donc des manifestations qui justifient un recours de plus en plus grand à la matraque et à des dépenses. Mais Ali Benouari, qui décide des niveaux d'acquisition de ce genre de matériel et d'armement et qui contrôle ces acquisitions? Pour le contrôle, ce n'est certainement pas le Parlement. Si tant est que le Parlement représente le peuple, ce qui n'est pas le cas, il ne contrôle pas ces dépenses, justement. Donc, imaginez, la moitié du budget de l'État échappe au contrôle du Parlement, puisque si vous ajoutez le budget des charges communes au budget de la sécurité, on atteint pratiquement 50%. La moitié n'est même pas décidée ni votée par le Parlement. Et quant au reste... Mais si ce n'est pas voté et contrôlé par le Parlement, ça l'est par qui? Je n'en sais rien. L'Ab Hamida, Racham Hamida? Je n'en sais rien. Mais laissez-moi juste vous parler de l'industrie. Oui. Vous avez parlé du Maroc et de la Tunisie. Voilà des pays qui ont une politique industrielle alors que nous nous étions improvisés, enfin nous avons décidé que nous serions, nous, Algérie, un pays industriel, des industries lourdes en particulier, eh bien, ils nous dépassent. La part de l'industrie dans le PIB n'est que de 3,6% aujourd'hui. Au Maroc et en Tunisie, elle est de plus que le double de ce chiffre. Ils ont une politique industrielle là où nous n'avons aucune. Ils sont engagés dans la sous-traitance internationale de manière franche. Ils attirent l'industrie automobile, ils attirent les industries aéronautiques. Il y a 23 entreprises aéronautiques rien qu'au Maroc qui s'installent et qui produisent pour Airbus, Bombardier, Embraer, etc. Il y en a au moins la moitié en Tunisie. Dans l'automobile, regardez le nombre d'entreprises
qui ont délocalisé au Maroc, un peu moins en Tunisie. Ils ont non seulement délocalisé à une échelle plus grande que chez nous, mais eux parlent de taux d'intégration. Nous, le taux d'intégration est de 0. Au Maroc, elle est supérieure à 30%. Je parle de ce qui est produit localement comme pièces destinées à équiper Vous parlez du taux d'intégration pour ce qui concerne les sous-traitants de l'industrie automobile? C'est-à-dire qu'il y a des sous-traitants marocains et tunisiens qui produisent localement des pièces destinées à l'assemblage des véhicules Renault, Peugeot, à 30% d'intégration, c'est bien ce que vous dites. L'industrie aéronautique. Donc, parce qu'ils ont une politique industrielle. Quand vous avez le budget réservé à l'industrie et aux mines qui est de 0,07%, vous comprenez pourquoi, quel que soit le discours que peuvent nous asséner les Ouyahia et autres, les chiffres sont têtus. Les chiffres prouvent tous les jours qu'ils mentent aux Algériens et qu'il n'y a aucun espoir de redressement tant que nous ne corrigeons pas ces déséquilibres structurels. D'abord, tant qu'on ne les reconnaît pas. C'est la première fois, à ma connaissance, ou l'une des rares fois où, dans des émissions de télé, on s'intéresse aux chiffres et on amène les Algériens à mettre le doigt là où ça ne va pas. Maintenant, prenons l'environnement juridique, politique, des affaires et l'environnement financier. Au Maroc et en Tunisie, ils ont des bourses très actives qui fonctionnent, qui financent l'économie. Ils ont des banques de développement, des banques d'affaires, des banques de venture capital, des sociétés qui prennent des participations dans les fonds propres, des banques de développement à long terme. Autrement dit, tout le marché financier, tous les segments sont couverts, du court terme au long terme, ce qui fait qu'ils ont des financements, plutôt des ressources, du court terme au long terme adaptés aux financements les plus dont l'amortissement est à long terme. Ils ont un taux de change qui n'est pas surévalué comme le nôtre, qui est un taux de change qui subventionne largement l'économie et qui contribue à la fuite des capitaux, à la surfacturation et toutes les dérives que nous avons maintes fois dénoncées. Donc, l'environnement des affaires, regardez Doing Business de la Banque mondiale, on crée plus facilement une entreprise au Maroc et en Tunisie. L'environnement des affaires, d'une manière générale, est beaucoup plus est meilleur que chez nous. Et ça, c'est des indices qui le mesurent, objectifs. L'environnement politique, il est plus stable au Maroc, un peu moins en Tunisie pour les raisons que vous savez. L'environnement juridique, quand on contracte entre Tunisiens et Marocains ou quand on contracte avec l'étranger, l'environnement juridique est plus stable en Tunisie et au Maroc. On ne revient pas sur le code des investissements, sur les avantages. On ne fait pas des lois rétroactives comme on l'a fait chez nous, qui découragent totalement l'investissement. Ils n'ont pas une règle débile 51-49, au point que même si Bill Gates venait nous proposer de délocaliser toutes ses usines en Algérie, et que s'il devenait fou, on peut imaginer, eh bien il ne le pourrait pas parce qu'on lui dirait vous ne pouvez pas prendre plus de 49%. Et tout ce qu'on peut lui ramener parmi les 51, c'est shkara, tashkara, sont des gens qui n'ont pas Et je reviens à vous dans un moment, Ali Benouri, pour vous demander de nous dire qu'est-ce qui va se passer maintenant que la rente a dégringolé, qu'elle est en train de se dissiper, en ces heures où, en ce moment où le régime n'a plus les moyens de ses méthodes. Qu'est-ce qui va se passer, selon vous, sur un plan non seulement économique, mais politique aussi? Farhat Ali, au sujet de cette fameuse intégration, dont vous êtes un fin connaisseur dans le secteur automobile, mais pas seulement, qu'est-ce qu'il en est de ce qui est produit en Algérie, de ces taux d'intégration dont on parle, non seulement dans le secteur automobile, mais aussi dans l'agriculture, par exemple? Est-il vrai que nous produisons algériens? Effectivement, en agriculture, nous pouvons dire que nous produisons algériens. Si nous partons du principe, bien sûr, que des semences importées, et on diminue tout le produit par 10,
ça devient pratiquement un produit algérien parce que la règle générale pour un produit, il faut qu'il dépasse les 40% d'intégration locale pour être considéré comme algérien. Donc, l'effet multiplicateur sur les semences, même si on rajoute certains engrais et additifs, il permet de considérer justement ce produit comme étant algérien. Il existe une valeur ajoutée locale. Mais dans le domaine industriel, le taux d'intégration est quasiment zéro. Vrata Itali, je me permets de vous interrompre. On ne vous entend pas très bien. Nous allons vous appeler sur un autre numéro. Je vous rappelle, je vous reprends dans un moment. Ali Benouari. Ali Benouari. Ali Benouari. Oui, je suis là. Alors, le temps que nous reprenions Vrata Itali pour essayer d'équilibrer un peu le temps d'intervention, qu'est-ce qui va se passer maintenant, Ali Benouari, qui n'ont plus les moyens de leur méthode et de leur façon de gérer? Non, ils ont encore deux moyens sur lesquels ils tirent de manière différenciée. Ils cherchent par tous les moyens à économiser les réserves de change, pas pour le pays, mais pour eux, pour la vitrine que ça leur donne, une image extérieure. Et surtout, ça leur donne la possibilité, en cas de crise grave, des meutes graves, d'importer par bateau des centaines de bateaux, du blé, tout ce que vous voulez. Oui, mais ça va tenir combien de temps? Ça va tenir... Eh bien, à raison de 30 milliards de dollars de déficit annuel, ça tiendra 2 ans, 3 ans. Voilà. Et après? Mais ils tiennent absolument à ne pas tirer sur les importations. Ils préfèrent affamer petit à petit les gens. C'est-à-dire diminuer le pouvoir d'achat qui a été généreusement accordé, distribué au cours des 3 premiers mandats. Eh bien, on préfère diminuer le pouvoir d'achat des gens pour qu'ils importent moins. Je reviens à vous dans un moment. Je m'excuse de vous interrompre. Je reviens à Vrata Itali. Vrata Itali, je vous laisse poursuivre. Non, en ce qui concerne le domaine industriel, particulièrement le domaine automobile, il n'y aura jamais d'intégration locale. C'est clair, net et précis. Je l'avais dit l'année dernière, je l'ai dit au sein même du ministère de l'Industrie, on n'intègre pas une industrie a posteriori. On ne ramène pas des constructeurs pour aller pêcher d'éventuels sous-traitants après. D'ailleurs, le nouveau cahier de charges qui a été pratiquement édicté par décret exécutif porte un taux d'intégration biaisé, où il intègre même la réexportation éventuelle d'une certaine quantité de véhicules comme étant un taux d'intégration, qui est une tromperie gigantesque au plan juridique, au plan de la règle douanière, pratiquement au plan même de la réglementation internationale en la matière. Donc, ils savent à l'avance qu'il n'y aura jamais d'intégration. On ne s'improvise pas constructeur automobile du jour au lendemain ou sous-traitant automobile pour faire plaisir aux autorités. Les sous-traitants, c'est des gens qui investissent dans un domaine où ils estiment qu'il y a des gains potentiels dans le pays en avantage comparatif. Qu'il y ait des employés qualifiés, qu'il y ait une réglementation transparente, qu'il y ait des capacités de production et de consommation locale importantes, ou bien une capacité à exporter parce que le produit sont en rapport qualité-prix plus compétitif qu'ailleurs. Nous n'avons rien de tout ça. Bien, nous avons l'inverse. Nous avons une administration qui vous tire dans les pattes, nous avons une réglementation instable qui change pratiquement par instruction volante, nous avons un code d'investissement des plus rébarbatifs. Nous voulons imposer aux grandes marques mondiales de sous-traitance qui valent la look de grandes marques de pièces automobiles de s'associer à 51-49 et avec qui on leur propose nous-mêmes d'associer. Et vous connaissez la qualité des associés locaux. Ils sont choisis sur un cahier de charges propre à eux qui consiste à obéir à ceux qui les ont propulsés dans la sphère des affaires, avec un niveau d'études extrêmement bas. Et avec une logique pareille, parler de sous-traitance, c'est une tromperie sémantique, juridique et politique. Mais, Vrata Itali, en matière des autres produits, les produits agricoles, les produits dits alimentaires, comme l'huile, les autres produits qu'on dit algériens, qu'en est-il en vérité?
Certains produits, nous ne pouvons pas les intégrer dans le monde entier, ils ne sont pas intégrables, comme l'huile de palme, par exemple, pour la margarine, et beaucoup de matières premières qui doivent être achetées d'ailleurs. Donc, Oui, mais il y a des niveaux. Il y a des niveaux d'intégration. L'intégration se calcule à la valeur ajoutée industrielle locale. Ce n'est pas seulement un produit. Si vous ramenez par exemple une matière première de base, vous lui faites subir un processus qui multiplie son prix par 3. Eh bien là, vous faites de l'intégration. C'est comme quelqu'un qui achète du pétrole en Hollande pour le raffiner. Eh bien, c'est un produit hollandais, l'essence et le gasoil et tout ce qui en sort, alors qu'ils n'ont rien ajouté de matériel. Ils ont rajouté une valeur ajoutée technique, une valeur ajoutée matérielle, mais pas physique. Mais ici en Algérie, nous avons ce genre de produits que nous ne pouvons pas produire localement. Par exemple, je vais vous dire pour les huiles, on ne peut pas produire assez de soja localement pour faire les quantités d'huile nécessaires. Ceci dit, on peut partir quand même des tourteaux de soja au lieu de partir d'huile semi-raffinée. Si nous parlons aussi de produits d'agroalimentaire, on peut augmenter le taux d'intégration, mais ce n'est pas la volonté de nos industriels. Ils n'ont pas été aiguillés sur la base de l'intégration locale intégrale. Depuis le départ, par exemple, l'agroalimentaire, c'est du conditionnement déguisé. Et ça n'apporte pas beaucoup de valeur ajoutée réelle. On n'a pas d'avantage comparatif avec les marchés extérieurs. De manière injuste, il reconstitue des constituants ramenés lyophilisés de l'extérieur dans des emballages importés de l'extérieur, pratiquement qui est le même du Tadzer. On ne peut pas considérer ça comme une industrie locale. Ça n'existe dans aucun pays au monde, ce genre d'industrie, et ça prétend exporter en plus. Nous n'avons aucun avantage comparatif dans la matière. Mais il faut revenir aux politiques publiques. Les années 70, nous avions une politique que tout le monde a décriée plus tard, mais qui avait une logique. Peut-être qu'elle n'était pas très rentable sur le moment, mais la logique était justement d'augmenter le taux d'intégration en amont avant de se lancer dans la transformation finale. C'est ce qu'on appelait à l'époque, supposé industrie industrialisante. Il y a les aciers spéciaux, la sidérurgie, la pétrochimie, même pour les jus, par exemple, on avait décidé d'utiliser du produit local, de tabler sur les fruits locaux, pour qu'il y ait aussi du concentré de tomate. Il y avait des pénuries, d'accord, mais il y avait un savoir-faire qui se développait petit à petit en Algérie. La catastrophe a commencé en 83 avec le pape. Les gens, quand vous avez été soumis pendant 20 ans à des restrictions à la communiste, ils ont inventé une vocation de faux libéraux. Ils ont commencé à inonder le marché, mais sous le monopole public toujours, de toutes sortes de produits, de bibelots surfacturés, pire que maintenant. À l'époque, c'était du multiplié par 3. Et c'était des détournements de deniers publics, pratiquement, hein, parce que c'était eux qui payaient. Où les Algériens, où la Bandis, nous avons fait une dérive économique à partir de 1980. Elle n'a fait que s'accentuer. Durant les années 90, avec le problème sécuritaire, avait trouvé des textes qui ne pouvaient pas surveiller l'économie et en même temps le sécuritaire. Donc c'est là que se sont créées beaucoup de niches de contrebande déguisées aussi en importation, déguisées en économie de masse. Donc c'était une économie de masse aussi à l'époque. Hein. On avait cassé ce qui restait de tissu industriel, mais avec la remontée des cours du pétrole, ça a été la débandade généralisée. Là, pratiquement, nous sommes en train d'utiliser l'administration publique pour casser tout ce qui pourrait produire un jour dans ce pays, fabriquer en lieu et place des investisseurs, de faux investisseurs. Et on ne peut pas pratiquement faire cohabiter dans le même projet une politique et une combine. Il y a un choix à faire. Et manifestement, notre administration a choisi la combine. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, quelques minutes pour aborder un peu l'aspect politique de cette crise. Vous avez remarqué que Mme Benrabrit, face au syndicat, le CNAPEST, elle ne faisait qu'invoquer la justice. Elle disait c'est la justice qui a décidé que cette grève est illégale, c'est la loi qui a fait que nous soyons obligés de licencier les grévistes, etc. Et puis du jour au lendemain,
elle nous apprend que M. Bouteflika a décidé de siffler la fin de la partie et qu'il lui a ordonné de ne pas tenir compte des décisions de justice. Et donc, elle a décidé de reprendre les enseignants licenciés et de négocier avec les grévistes, laquelle grève avait été déclarée illégale par la justice. Par ailleurs, d'un autre côté, les médecins résidents ont entrepris une marche vraiment grandiose à Constantine. Et malgré ça, ils viennent eux aussi d'interpeller le président de la République. Écoutez le titre d'Al-Khabar. Nous demandons l'intervention de monsieur le président Bouteflika. Ali Benouari, en 2 ou 3 minutes, qu'est-ce qui se passe dans ce pays où même les ministres ne respectent plus la loi, la Constitution, ou qui nous chantent des choses et qu'ils agissent de façon tout à fait illégale? Il y a 2 façons de voir le problème. Soit on considère que nous avons un pouvoir politique, donc qui gère, et là, effectivement, on y perd son latin, parce qu'aucun pouvoir politique ne fait des choses contradictoires. Un ministre désavoué par son Premier ministre ou un Premier ministre désavoué par le Président, ça n'existe pas, tout en étant maintenu, cela étant. Ou la justice qui prend une décision qui est cassée par le pouvoir exécutif. Il y a une autre manière de voir le problème, c'est que nous n'avons pas un État ou un pouvoir qui obéit aux lois et à la logique politique. Et nous avons une association de malfaiteurs, c'est-à-dire de gens qui se sont appropriés le pouvoir, ils le gèrent à leur guise, et comme une bande qui a commis un casse, leur souci est d'empêcher que des bandes rivales viennent empiéter sur leur territoire. Et pour ce pouvoir-là, entre guillemets, ces bandes rivales, ce sont les partis politiques, c'est donc l'opposition, c'est les syndicats libres, ce sont tous ceux qui contestent leur pouvoir. Et je suis obligé de vous interrompre, Ali Benouari, il ne nous reste plus de temps, il nous reste 1 minute. Farhat Aïtali, même question, qu'est-ce qui se passe sur un plan politique? On sent comme une panique qui s'est emparée du régime. Non, le plus dramatique, c'est que la société elle-même a intégré une vision médiévale de l'État, une vision du pouvoir qui fait du bon calife avec les mauvais vizirs, où tout le monde a divinisé quasiment un poste et la personne qui occupe le poste, au point d'intégrer dans l'esprit collectif que nous devons revenir toujours à la même personne pour régler des problèmes qui doivent être réglés dans le cadre de la loi et par la loi, avec lui ou même contre lui. Et nous ne sommes plus dans la logique d'un État du XXIe siècle, nous sommes pratiquement remontés aux États médiévaux. Et là, c'est plus grave encore que tout le reste. Merci Farhat Aïtali, merci Ali Benouari, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bkhawala khair, Slama.